Bonsoir, capitaine Marc Roland. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Vous êtes le porte-parole de l'association professionnelle nationale militaire, gendarmes et citoyens. Tout tend à démontrer l'implication de Samuel Gonin. Voilà donc cette citation du procureur de la République de Strasbourg ce midi au sujet de l'affaire Lina. Est-ce que d'après vous, il y a encore une place pour le doute ? Il y a toujours le doute, puisqu'une enquête judiciaire est toujours à charge et à décharge. Et pour l'heure, il nous manque matériellement le corps du délit, en l'espèce notre jeune Lina. Alors le procureur a expliqué tout à l'heure, il a donné énormément d'informations qu'on a évoquées dans le journal il y a quelques instants. Une corde avec 2 ADN sur cette corde, celui de Samuel Gonin, celui de Lina, retrouvés dans le coffre de la voiture, ce qui tend à démontrer, a dit le procureur, qu'elle a été ligotée. Et ce qu'on ne dit pas aujourd'hui dans la police et dans la gendarmerie, que l'ADN est un peu la reine des preuves. L'ADN fait partie prenante de la véracité des faits. Pour autant, à l'instar de l'empreinte digitale, il convient de mettre tout ceci en perspective et de contextualiser, d'expliquer en procédure et en cohérence l'origine et la matérialité des traces techniques et scientifiques qu'on pourrait découvrir. Pour l'heure, il est vrai que cet ADN sur la cordelette représente un axe d'effort majeur en termes d'appréciation pénale. Dans le temps, la reine des preuves, c'était l'aveu. Là, on n'aura pas d'aveu puisque le principal suspect s'est donné la mort. Qu'est-ce qu'il faut espérer matériellement ? Retrouver le corps de Lina permettra de pouvoir vraiment dire, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, ou retrouver Lina, évidemment. Tout à fait. C'est malheureusement l'épilogue qu'il faudra donner à ce dossier judiciaire de nature criminelle. Retrouver Lina, la retrouver telle qu'elle est aujourd'hui, vivante ou malheureusement et possiblement décédée, afin d'expliquer ce qui s'est passé par des techniques médico-légales en vue de comprendre le modus operandi, le mode opératoire du criminel en ce qui concerne son décès. Tout à fait. Alors on a eu un récit assez précis tout à l'heure avec une voiture qui est filmée par des caméras de vidéosurveillance à plusieurs reprises, dans laquelle on retrouve le sac à main de la jeune fille avec ses affaires à l'intérieur, on l'a dit, des traces de son ADN, sauf qu'entre-temps, il s'est écoulé de très nombreux mois. Est-ce que, d'un certain point de vue, on peut parler d'échec ? En tout cas, il conviendra, et ceci sera expliqué par le magistrat instructeur, comment se fait-il que ce véhicule, vous vous posez la question, nous nous posons tous la question, a pu rester aussi longtemps et fort heureusement dans cette fourrière sans qu'aucune investigation de restitution, possiblement, ou d'investigation n'ait permis de lier plus rapidement le véhicule, le présumé auteur et sa victime dans la procédure initiée à Strasbourg. Tout à l'heure, le procureur disait Samuel Gonin a tout fait pour se rendre indétectable. Il a expliqué notamment qu'il avait désactivé le GPS de sa voiture. Le cheminement de sa voiture a été identifié grâce aux enquêteurs, grâce au système multimédia de son véhicule, ce qui n'est pas la même chose. De ce que vous avez vu tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui a en fait finalement bien géré sa disparition, le fait de sortir des radars ? En tout cas, c'est quelqu'un qui, semble-t-il, sont les propos même du procureur, s'installer dans une sorte de criminalité, de délinquance du quotidien, à la fois itinérante et possiblement violente. Et en cela, il a été déterminé son accessibilité à la réponse pénale, ce qui prouve donc qu'il n'était pas tout à fait irresponsable d'un point de vue juridique. Et il était donc en capacité de comprendre ce qu'il faisait et ce qu'il voulait faire. En cela, en désactivant, en se rendant invisible, du moins transparent, cela lui permettait effectivement d'aborder les différentes phases de circulation, tout simplement à travers la France, de la manière la plus anonyme possible, et de commettre ci et là des larcins, des grevets d'essence, par exemple. Alors dans ce type d'affaires de disparition, il y a évidemment à chaque fois des scénarios qui sont très différents. Là, c'est l'archétype, j'allais dire, de la mauvaise rencontre. Rupture dans son parcours familial, rupture dans son travail, cannabis, cocaïne, crack, une vie d'errance. Et il tombe, manifestement par hasard, sur Lina. Dans ce genre d'affaires, ça arrive souvent. La mauvaise rencontre, celle qui effraie un peu tout le monde d'ailleurs. C'est l'archétype est le contraire de la préméditation. C'est vraiment la phase criminelle d'opportunité, un prédateur qui circule
et qui rencontre sa proie à l'instant T, un 23 septembre, vers 11h22, sur une départementale 350 à hauteur de Saint-Blaise-la-Roche. Tels sont les faits actuellement rapportés et audibles en justice. La famille, a expliqué, le procureur a été tenu au courant des dernières informations qui étaient très nombreuses, qui ont été données tout à l'heure. La famille a été tenue au courant en amont. Comment ça se passe pour accompagner la famille? Je pense aux avocats. Alors ça n'a jamais été votre rôle, mais l'espoir de retrouver la jeune fille vivante est évidemment mince, plus mince que jamais. Alors, vous l'avez dit avec justesse, le premier lien entre l'autorité judiciaire et la famille plaignante et victime, c'est bien l'avocat qui représente la partie civile qu'est la famille au travers de la procédure. Et l'axe d'effort de communication est transverse entre un juge d'instruction, un binôme de juge d'instruction et la famille de la victime, de la plaignante. En cela, le lien formel juridictionnel est présent et marqué. Il n'en demeure pas moins, effectivement, que les enquêteurs de la gendarmerie, au travers d'officiers de liaison, puissent abonder, effectivement, des renseignements autorisés par le procureur ou par l'instruction à destination de la famille ou des plaignants en vue de les renseigner, de les informer sur les évolutions de l'enquête et surtout sur les conséquences en termes de publicité, en termes d'information grand public, multimédia, qu'ils pourraient découvrir ci et là au travers de la télévision, de la radio, par exemple. Un dernier mot, capitaine, si vous voulez bien. 20 enquêteurs à temps plein, en particulier de la section de recherche de Strasbourg, mais pas que, une cellule active en permanence. Vous pensez que cette cellule va continuer, maintenant qu'on a toutes ces informations, à travailler de manière aussi intensive sur cette affaire dans les semaines et dans les mois qui viennent? Je reprendrai tout simplement les propos d'un procureur qui parle d'une enquête active. En cela, la détermination de mes camarades gendarmes, officiers de pôle judiciaire à la SR de Strasbourg, mais également la BR de Molsheim, est pleine et entière. La détermination ne faillit pas. L'idée, c'est de retrouver Lina, aujourd'hui ou demain, afin de résoudre ce crime sordide qui impacte la vallée de la Bruche, au cœur de l'Alsace. On a évidemment une pensée pour la maman de Lina et tous ses proches. Merci beaucoup, merci beaucoup, capitaine Marc Rolland, porte-parole de l'Association professionnelle nationale militaire, gendarmes et citoyens. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace.